Société, Culture, art, alternative. vous écoutez un podcast Iva Sound Studio. Bonjour, je m'appelle Léa Curtis, je suis illustratrice et tatoueuse et j'ai 31 ans. Carnet de vie, culturelle, associative et alternative, bienvenue dans Graines de vie. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire les pronoms que tu utilises te concernant? Plutôt elle. Quand j'étais petite, à la toute base, j'étais fan d'un dessin animé des années 80 qui s'appelait Jem et les hologrammes. Et je voulais être claviériste dans un groupe de glam rock. C'était pas possible, c'était compliqué. Et du coup, après, j'ai voulu être journaliste. Et après, ça a changé en grandissant. Alors, j'ai fait un bac assez général, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai fait 2 ans de prépa en arts appliqués. Et ensuite, j'ai fait... Ça remonte à loin, j'essaie de me souvenir. J'ai fait une licence en arts appliqués, un master recherche en arts appliqués. Tout ça au Mirail à Toulouse. Au niveau professionnel, est-ce que tu as commencé par des jobs dits alimentaires? Est-ce que tu as aussi eu des engagements bénévoles associatifs? J'ai fait quelques jobs alimentaires les étés et pendant que j'étais étudiante, vraiment des trucs alimentaires, de base du babysitting, des jobs d'été saisonniers. Et ensuite, pendant mes études, j'ai fait un premier service civique dans un centre d'art qui s'appelle le BUBB à Toulouse en tant que médiatrice culturelle. Et suite à ça, j'ai fait plusieurs petits jobs de médiation culturelle. Et quand j'ai fini mes études, il n'y avait pas de travail et du coup, j'ai refait des jobs alimentaires. Ça m'a fait du bien de travailler, j'avais besoin de cadre. Et du coup, sans cadre, je passais mes journées à rien faire. Donc c'était bien. Et en plus de ça, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, les jobs alimentaires dans des trucs très bêtes de la vie commune, mais genre gérer des comptes, etc. Et la médiation culturelle, ça m'a fait me rendre compte de ce que j'aimais faire. Par exemple, j'aime bien parler d'art avec des gens ou faire de l'art. Et du coup, ça m'a confortée dans des choix personnels de choses que j'aime bien faire. Aujourd'hui, tu es donc artiste graphiste, Oui. illustratrice, tatoueuse, sérigraphe, autrice de fanzine. Oui. Pourquoi toutes ces activités? Est-ce qu'elles sont complémentaires et comment tu gères ton temps à travers tout ça? C'est des activités très complémentaires parce qu'en fait, à un moment ou un autre, je dessine. Et du coup, pour moi, c'est genre, je fais des dessins et après, ça prend des formes diverses. Mais après, ce qui est dur, effectivement, comme tu l'as souligné dans la question, c'est que c'est pas du tout les mêmes activités. Et du coup, gérer mon temps, là, ça fait 5 ans que je fais ça. Et au début, c'était vraiment très chaotique. Et maintenant, je compartimente vraiment. Les semaines où je tatoue, je fais que du tatou. Les autres semaines où je fais pas de tatou, je fais du graphisme, etc. Un peu comme si chaque semaine avait un thème avec un travail attribué. Et pour moi, ça marche beaucoup mieux en faisant comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent à faire 15 000 trucs en même temps. Moi, j'en suis pas capable. Un fanzine, pour les gens qui connaissent pas, c'est vraiment comme un petit magazine ou un petit livre qu'on va fabriquer soi-même de A à Z. Ça peut être des choses vraiment très simples, imprimées à la photocopieuse et agrafées avec une agrafe de bureau, ou des choses un peu plus complexes quand on est graphiste et qu'on sait faire un peu plus. Mais à la base, c'était vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. La culture du zine, ça vient en premier lieu des milieux punk, pas aux États-Unis, en Angleterre, aux États-Unis aussi, dans les années 70. Et en fait, à la base, ça s'appelle fanzine parce que les fans créaient des magazines pour pouvoir partager des groupes, vu que la scène était très underground et émergente. Et on est ici aussi parce qu'on va faire une séance tatouage. Oui. Je t'ai commandé un petit loup, je t'ai laissé libre cours à ton imagination et à ta création. Ouais. Je vais passer devant la caméra exceptionnellement. Oui. Tu es prêt, Guillaume? Allez, c'est parti. Je fais un premier trait. J'y vais, c'est parti. Ça va? Oui. Ok. Je continue doucement. T'hésites pas quand tu veux, on discute, mais si là au début tu veux être calme. Je pense que je vais laisser passer 1-2 minutes le temps que le bras... Bien sûr. Moi je continue, s'il y a un truc qui va pas, tu me dis, et quand tu veux parler, tu parles. Si t'as des petits spasmes comme ça change rien pour moi. Je te le dis d'avance. Ils sont vraiment tout petits. Donc, ne t'en inquiète pas. Ok. Non, je tatoue juste. Percer, ça a l'air intéressant, mais
ça a l'air vraiment de percer, enfin, d'aller à travers la peau de quelqu'un, ça m'intimide vachement plus que juste dessiner. Et du coup, il dit que le tatouage, apparemment, se casse un peu la gueule. Ouais. Je suppose que le piercing doit être un peu dans le même bateau. Et je sais pas. Après. Parce qu'en fait, le tatouage, c'est aussi quand même plus cher. Et c'est plus engageant dans le sens où Ouais, tu le gardes à vie. Et que si tu veux l'enlever, soit ça part très mal, C'est vrai. soit ça coûte très cher, soit en général les deux. Et en plus de ça, le laser, ça fait extrêmement mal. Du coup, c'est quand même plus engageant. Un tatou comme piercing. C'est pour que tout. Oui, Oui. 3 ans le nez, c'est chaud. D'ailleurs, le tatouage, pour les mineurs, c'est interdit. Alors, les mineurs, tu peux avec autorisation parentale. Mm. Moi, ça m'est arrivé une fois de tatouer quelqu'un qui avait 16 ans. Un mec qui avait 16 ans, mais qui vraiment... genre, c'était un ami d'amis et c'était un truc par rapport... genre à la perte d'un parent et d'un truc. Et du coup, j'étais là, ok. D'accord. Mais en général, moi, les mineurs, je refuse. Je suis là, moi, attendez d'avoir 18 ans et après, vous faites ce que vous voulez. Mais... Et oui, légalement, avec l'autorisation parentale, tu peux tatouer quelqu'un qui a 13 ans si ses parents ils sont d'accord. Putain, 13 ans, c'est jeune. Oui. Mais c'est pas quelque chose que j'oserais faire, personnellement. Déjà, même 18 ans, en vrai, enfin... Moi, la première, j'ai fait mes premiers tatous à 18 ans, donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est vrai que certains que j'ai fait à 18 ans, tu vois, maintenant que j'ai plus de 30 ans, je suis là, ah, c'était un peu débile quand même. Mais je les aime quand même, donc ça va. Oui. Et j'en ai beaucoup, donc ils se voient plus trop. T'as déjà eu du blanc dans tes tatous? Non. Ok. Pour l'instant, que du Mettre noir. le blanc, mais surtout pour... en fait, est-ce que tu sais comment ça marche, le tatouage, au niveau Pas moléculaire? En gros, si l'encre, elle s'en va pas, c'est parce que tes globules blancs, ils sont... Enfin, c'est trop gros pour tes globules blancs pour qu'ils puissent les digérer. Ok. Du coup, tu as plein de globules blancs qui vont s'agripper à l'encre Mm. pour qu'elle reste en place. Et si en vieillissant, ça s'épaissit, c'est parce que tes globules blancs, ils arrivent à en digérer un peu et du coup, ils restent prêts, mais l'encre, elle bouge, quoi. Et quand tu mets un autre pigment à un endroit, notamment du blanc, ça empêche que ça s'épaississe. D'accord. Parce que ça occupe les globules blancs. Et c'est pour ça qu'on met du blanc dans les petites zones, genre par exemple dans le micro, là où il y a des petits espacements blancs. Comme ça, Ok, je suis sûre que quand ça vieillira, ça bouffera pas le trait. Ok, d'accord. Du coup, ouais, t'en auras un tout petit peu, mais pas tant. C'était la minute science. C'est pour ça aussi que les tatous, ça gratte quand t'es malade, c'est parce que tes globules blancs, ils savent pas quoi faire. T'es vraiment défoncé, c'est rigolo. 300 € une machine. De quoi? Une machine. Oh, alors ça dépend, t'as des entrées de gamme. Les entrées de gamme de machines, t'en as à partir de 100, 120 €. Les Alim, les entrées de gamme, tu les as à combien? Je sais pas, 20 €. Ben moi, tu vois, mon Alim, ça fait 5 ans que je l'ai, mais elle coûte 200. Et ma machine, j'ai dû la changer cette année. Moi, j'avais exactement la même, elle a cassé et elle coûte 600. Mais c'est un peu comme les matos de 100 ou quoi. T'as des entrées de gamme qui sont quand même très bien. Mais si tu veux un truc de qualité, ça peut vite... Il y a des machines qui coûtent 1000, 1500 € la machine, quoi. Et du coup, t'es là, ok. Mais bon, c'est mon outil de travail, donc... Donc, ouais. Après, oui, moi, la machine qui avait cassé, c'est moi qui l'ai fait tomber. Sans faire exprès, bien sûr. Mais du coup, je me doutais qu'il allait avoir un problème. Il y a une pièce qui s'est dessoudée. Et vu que je suis pas assez bricoleuse, j'ai pas pu la réparer. Et elle était plus sous garantie. En plus, je l'avais achetée d'occasion et tout. Mais quand même, normalement, tu vois, celle-là, si elle tombe pas, elle va me durer hyper longtemps, quoi. J'espère, en tout cas. Et le fait qu'un tatou périme des fois, c'est dû à quoi, par exemple? De quoi? Le fait qu'un tatou puisse périmer, c'est dû à quelque chose de... Périmé dans quel sens? Pourrir sur la surface. Ah, plus dans le sens infection, du coup? Ouais. Ça peut être dû à plein de trucs. Ça peut être dû, bien sûr, si en tant que tatoueur, tu fais pas les protocoles d'hygiène, il y aura des bactéries. Mais c'est quand même souvent dû à comment tu gères l'hygiène pendant la cicatrisation
Et en gros, il y a plein de trucs. Par exemple, les poils d'animaux, c'est hyper dégueu. Enfin, genre, quand t'as une plaie, c'est dégueu. Sinon, on s'en fout. Et du coup, si t'as des animaux, t'as plus de risques d'infection. Pareil, si tu mets des fringues sales ou si tu restes dans tes draps que t'as pas lavé depuis 3 mois, genre, il y a un risque d'infection. Parfois, juste, t'es un peu malade, il y a une petite bactérie qui passe et pouf. Et il y a aussi des risques, mais ça, c'est comme partout quand t'as des plaies, c'est genre de staphylocoque. Mais en général, on prépare la peau pour l'amoindrir au max, mais ça peut arriver et ça, enfin, même dans les hôpitaux, ça arrive quoi. On peut pas tuer à 100% de bactéries. Mais c'est quand même rare. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une cliente qui fait une allergie à un pigment et qui le savait pas. Mais vraiment, elle a pas eu de chance quoi. Mais la plupart du temps, oui, c'est quand même des gens qui ont des chiens ou des chats et qui font n'importe quoi. Ou qui, juste après le tatou, vont en soirée, tombent par terre et le désinfectent pas après. Ça m'est déjà arrivé, j'étais là genre, ah, c'est trop chiant. Mais ils ont été honnêtes, donc ça va, je leur pardonne. Si t'es infirmière, t'as pas besoin de passer la formation hygiène et salubrité. Je crois que légalement, t'as le droit. Enfin, légalement, t'as pas le droit. Mais techniquement, tu sais déjà tout. Ouais, Mais je crois qu'il faut quand même avoir le diplôme. Genre, là, on les a pas affichés parce que ça va pas avec la déco, mais normalement, il faut le diplôme. Et peut-être qu'effectivement, tu peux être exempté, mais je saurais pas te dire exactement si c'est le cas ou pas. Après, c'est rigolo quand on passe le diplôme. Il y a des tatoueurs, des perceurs, et il y a les esthéticiennes qui font les produits avec des aiguilles. Ok. Notamment des produits qui s'appellent, des trucs pour la peau qui s'appellent du micro-needling, je crois. C'est une espèce de soin pour le visage où on te passe, ça a l'air horrible, on te passe une espèce d'aiguille partout dans la peau et c'est censé régénérer ta peau. Et elles, du coup, elles ont le même protocole à suivre. Et les esthéticiennes qui font les tatouages de maquillage semi-permanents, elles passent la formation aussi. La grosse différence perceur et tatoueur, on avait le même protocole d'hygiène, mais les perceurs, c'est un peu plus poussé. Par exemple, ils sont obligés d'avoir des gants stériles. Et moi, là, mes gants, c'est des gants normaux, pas stériles, et ça suffit. C'est surtout pour me protéger, moi. Moi, vu que mes mains, là, elles sont propres, en gros, c'est surtout pour me protéger, moi, du sang de Guillaume, que j'ai des gants, là. Si je me tatouais moi-même, j'aurais pas besoin de gants. Alors que quand t'es perceur, vu que tu perces vraiment dedans, faut être vachement plus vigilant, je crois, au niveau des gants. Mais c'était la seule grosse diff qu'il y avait. Et aussi le traitement des déchets, je crois que quand t'es perceur, tu dois jeter plus de trucs... pas dans les poubelles noires. Alors que quand t'es tatoueur, t'as juste les aiguilles à jeter dans les poubelles exprès, là, les dasseries. Dasserie, c'est le terme, c'est le sigle, c'est pour les petites poubelles jaunes pour mettre les aiguilles et tous les déchets organiques. Et en gros, c'est un truc, quand t'es tatoueur ou perceur, t'es obligé d'avoir un contrat avec un organisme qui vient te les chercher pour que tes aiguilles ne finissent pas dans la nature n'importe où ou qu'un éboueur se blesse pas. Et en fait, techniquement, il faudrait tout jeter ce qui est en contact avec du sang. Mais nous, c'est l'infirmière qui nous l'a dit elle-même à la formation hygiène, c'est que même dans les hôpitaux, ils ne jettent pas tout parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de déchets à brûler, à traiter. Du coup, on met surtout les trucs très très dangereux dedans. Ah, mais il manque que le blanc. On aura terminé. Tu parlais tout à l'heure, enfin, vous évoquiez les semi-permanents. C'est quoi la différence entre un tatouage et un tatouage semi-permanent? Alors techniquement... À part qu'il soit semi-permanent. De quoi? À part qu'il soit semi-permanent. Techniquement, les tatouages semi-permanents sont semi-permanents parce qu'ils sont piqués moins profond dans la peau. Et du coup, quand ta peau se régénère, c'est censé partir. Dans la réalité, souvent, ça part pas parce que ça se joue à 1/2 millimètre et c'est très difficile. Du coup, le maquillage semi-permanent, souvent, tu rencontres toujours des gens qui te disent « Ah oui, je me suis fait les sourcils, ça doit partir dans 6 ans. » Et 6 ans après, c'est devenu tout noir et c'est pas parti. Mais ça arrive quoi que ça parte pas. Okay. Mais à une époque, il y avait des entreprises qui avaient fait des tatouages comme celui-là, mais semi-permanents. Et en fait, les gens se sont retrouvés avec des tatous permanents, quoi. Ouais. Ou semi-permanents dans le sens à moitié effacé, mais pas dans le sens qu'ils voulaient, quoi. Mais oui, c'est une question de profondeur. Ça dure combien de temps la formation hygiène? 3 jours. C'est 3 jours. Et en gros, c'est 3 jours vraiment de cours de 9h à 19h.
Ouais, c'est ça. Et au bout de 3 jours, tu as le diplôme? Oui. C'est des cours théoriques et pratiques. C'est surtout théorique. On va dire que les 2 premiers jours, c'est vraiment théorique. Et la dernière partie du 3e jour, c'est vraiment pratique où, tu sais, on va pas tatouer ou quoi, mais c'est plus, c'est par exemple, monter une desserte, des trucs très, très cons, mais on a passé, genre, je pense, 1 heure à s'entraîner à bien se frotter les mains avec le gel hydroalcoolique, tu vois. Genre, c'est un peu débile, mais mine de rien, c'est là que tu te rends compte que, en fait, on sait pas vraiment le faire. Enfin, dans le quotidien, on n'a pas besoin de le faire parfaitement, mais du coup, oui, c'est plus vraiment axé sur l'hygiène. Et au bout de 3 jours, donc, tu as le diplôme. Et normalement, jusqu'à pas longtemps, c'était une fois que tu l'avais, c'était à vie. Mais je crois qu'ils ont fait une réforme il y a peut-être 1 an. Et on est censé la repasser tous les 5 ans, mais on n'a pas eu plus d'infos que ça. Donc, oui, mais je pense qu'ils nous feraient payer moins parce que c'est quand même 500 balles 3 jours. Genre. Ah oui, quand même. Oui. Et en plus, la plupart du temps, ce n'est pas remboursé par Pôle emploi. Parce que Pôle emploi considère que tatoueur, c'est pas un métier. Exactement. On a terminé. Oui. Je te passe un dernier coup de savon. Est-ce qu'il faut que je te réexplique les soins? J'ai de la cicalfate pendant 3 semaines, c'est ça? Ouais. Voilà. Et est-ce que tu as déjà eu un pansement en seconde peau? Je crois pour le premier, oui, il me semble. Je vais t'en remettre un là aussi, je vais vite fait te réexpliquer. Alors, ce pansement, il est censé tenir. Parfois, il s'enlève. S'il s'enlève, tu l'enlèves. Tu Ok. t'en fiches. S'il tient, max 3 jours. Ok. Pas plus. Il est censé, pareil, tenir sous la douche. S'il tient, c'est super. Si tu vois qu'il y a de l'eau qui passe à travers, il faut absolument l'enlever. Ok. Mais en gros, il évite les premiers jours d'avoir des infections. Enfin, des infections qui est des petites bactéries ou des trucs qui se mettent dessus. Et en gros, ouais, tu le gardes max 3 jours. Ça va faire une espèce de poche de fluide un peu dégueu sous le pansement. Ok. C'est normal. Si tu trouves ça trop dégueu, tu l'enlèves. Ok. C'est genre, il y a des gens, ça les gêne trop. Donc c'est à ta guise. Et en gros, quand tu l'enlèves, enlève-le sous la douche. Parce que s'il tient, la colle peut être un peu vénère. Et je vais te montrer. En gros, tu prends un coin, n'importe lequel, et au lieu de faire comme un pansement comme ça, tu le tires vers toi. Ok. Comme ça, il y aura moins de chances que ça arrache les croûtes. Voilà. J'aime trop pouvoir gagner ma vie en dessinant. C'est super. C'est vraiment numéro 1, genre, c'était inespéré, c'est trop chouette. Et j'aime bien avoir des temps où je me concentre vraiment sur mon travail et où je suis toute seule avec les fanzines ou la sérigraphie. C'est un peu méditatif et c'est beaucoup plus proche de l'artisanat. Là où le tatouage, c'est beaucoup plus aussi de la communication, parler avec des gens, découvrir des gens. Et dans le tatou, même si c'est pas vraiment vrai, ça va être un mot un peu valise, mais il y a un côté très thérapeutique de pouvoir aider des gens en faisant des tatous. Et du coup, c'est hyper enrichissant d'avoir ces expériences-là. Quels ont été les obstacles ou les défis qui ont pu te marquer durant ton parcours? L'administration française. Genre, l'URSSAF, quand tu sais pas faire, c'est vraiment pas facile. Une fois que tu sais faire, ça va. Et tout ce qui est aussi, quand tu es jeune, et que moi j'ai fait des études longues, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai un bac plus 5, mais vu qu'il n'y avait pas de job à la clé derrière, c'était vraiment un milieu où ils prennent que des services civiques, la culture, et ils n'ont pas assez d'argent pour embaucher. Donc tu sors de tes études, il n'y a rien. C'était très dur de se retrouver sans ressources et sans savoir quoi faire en sortant de là, en ayant un diplôme mais pas de travail. Et du coup, ça, c'était vraiment, je pense, le plus gros challenge, c'était d'avoir su rebondir à ce moment-là et d'avoir réussi à sortir des jobs alimentaires et de me dire, bon, ok, je tente mon truc. Alors qu'à l'époque, j'avais juste un demi-SMIC de babysitting et c'est tout, quoi. Mais ouais, je trouve que ça, c'était le plus compliqué. Quelle est ta vision de la culture aujourd'hui, culture avec un grand C, Ouais. et aussi de la culture dite underground? Je trouve que c'est trop bien. Un des très bons côtés d'Internet, c'est que la culture, si on cherche, c'est hyper accessible. On peut fouiller dans plein de contre-cultures, / même si c'est pas le bon mot, sous-culture, mais des cultures moins mainstream, on peut trouver de tout. Moi, par exemple, je me souviens quand j'étais ado,
c'était le tout début, mais je me suis passionnée pour les mangas et le Japon. À l'époque, c'était trop chiant quoi, pour trouver des choses. Et maintenant, tu fais quelques clics, tu trouves tout et c'est trop bien. Et du coup, je trouve que la culture d'aujourd'hui, avec un grand C, est vachement plus riche. Et que du coup, les cultures underground, il y a ce truc où elles sont de moins en moins underground et que tout arrive à un même niveau. Et en fait, c'est trop chouette, quoi. La culture underground qui devient culture pop au final. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu dirais que tes activités ont une dimension politique ou militante? Carrément. Je trouve que c'est de plus en plus dur, sachant que vu que c'est devenu mon activité, on va dire, qui me donne un salaire, il faut que je gagne ma vie, donc je peux faire moins de militantisme qu'avant. Notamment avant, je faisais beaucoup de soirées de soutien avec des tatous à prix libre, et là, je peux moins le faire. Mais pour moi, ça me tient à cœur. Notamment le milieu du tatouage, pendant longtemps, a été très blanc, très masculin, assez raciste. Et assez sexiste, et du coup je trouve que déjà en tant que femme tatouée c'est hyper chouette, même si maintenant on est beaucoup de femmes tatoueuses, et en fait pouvoir garder le tatouage quand même accessible au plus grand nombre, même si c'est un luxe parce qu'il faut que je me paye en tant que travailleuse, c'est important pour moi de pouvoir cette dimension politique là elle est importante. Comment tu vois l'évolution de tes domaines d'activité au pluriel dans les prochaines années, vu le contexte? Alors c'est très compliqué parce que, ouais, moi peut-être que je suis pessimiste, mais j'ai pas l'impression qu'on va vers un avenir très radieux. Il y aura des trucs chouettes, mais globalement, bon. Et du coup, le tatouage, là, c'est un milieu qui est un peu en train de se casser la gueule. Donc je suis pas sûre de pouvoir en faire mon activité principale encore très longtemps. Mais vu que j'ai beaucoup de casquettes, je sais que j'arriverai toujours à trouver du travail ou à créer des choses moi comme les zines, etc. Peut-être qu'à l'avenir, justement, je me focaliserai plus sur mes projets perso et moins sur des choses genre comme le tatou ou quoi. Mais je suis pas sûre que, vu le contexte politique actuel, ce genre de métier puisse durer encore très très longtemps. Ou alors on sera beaucoup moins nombreux et ça sera vraiment qui sera le plus téméraire pour tenir jusqu'au bout. Mais bon, j'espère que ça durera quand même. On va garder espoir. Ouais. Alors justement, de quoi tu rêves pour la suite, pour toi ou pour le monde? Waouh, c'est dur comme question. Plus le génocide en Palestine, mais c'est vraiment c'est... qui est plus la fin dans le monde, c'est vraiment des trucs énormes. Mais j'espère juste là, je pense aussi notamment en Angleterre, il y a les femmes trans qui sont plus reconnues comme des femmes, et j'espère juste que on a l'impression qu'il y avait une fenêtre de bon sens qui était assez grande ouverte et qui est en train de se refermer de plus en plus. La fenêtre d'Overton. Ouais, et j'espère que ça va juste se rouvrir et que les gens pourront juste vivre genre assez bien. Mais... Avec le recul, un message, un conseil à la jeune génération d'aujourd'hui? Franchement, je pense... je parle d'expérience, mais moi, ce qui m'a aidée, c'est... En fait, je suis très contente d'avoir travaillé en dehors de juste vouloir faire mes projets et de m'être confrontée au vrai monde et ce que c'était, genre, la valeur d'un travail, à quel point un travail, genre un job alimentaire, ça peut être difficile, à quel point un salaire, c'est dur à avoir, pour ensuite réussir à m'émanciper et à faire mes projets. Et du coup, je conseillerais aux gens jeunes de grave rêver et de continuer à alimenter les choses, mais aussi de s'ancrer dans le monde réel, parce que je pense que s'il n'y a pas les deux, on peut vite être déçu. Et on peut vite aussi pas réussir à faire vivre ses projets, même si c'est aussi le facteur chance qui joue beaucoup. Mais du coup, rester ancré tout en restant actif et créatif et dans l'imaginaire, quoi. Un site et des réseaux où te suivre? Instagram, léa.v.curtis. Il y a 2 points, ouais, c'est ça. Et pareil, le site, il a exactement le même nom. J'ai un site internet aussi. Hello tout le monde, on est à peu près une semaine, 10 jours après le projet du tatouage avec Léa V. Curtis. Encore une fois, je la remercie énormément parce qu'elle a été super chouette. Mais j'ai des gens à remercier aussi, tout simplement parce que ce sont des gens qui m'ont offert ce tatouage. Ce tatouage a été acheté et on a évidemment payé Léa, elle n'a pas fait ça gratuitement. Alors je commence par Erwan, toujours fidèle depuis 20 ans. Donc merci Erwan. Je remercie également Thomas, je remercie Jérôme, je remercie Manon, Petite Manon, Mathieu,
Mathieu Titi, Mathieu Cutie, je remercie Alexis, Sandrine, Bernard et je pense que je n'ai oublié personne d'autre, sinon je vais me faire lyncher, mais c'est pas très grave, j'assumerai. Donc un grand merci à vous qui avez permis ce projet-là, ça me tenait énormément à cœur et je suis énormément ravi du résultat, donc merci à vous et merci à Léa. Et comme on dit bien chez nous, cordialement, bisous. Vous venez d'écouter Graines de vie, un podcast proposé par l'association Eva Sound Studio. Ce programme est placé sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les autres productions et podcasts sur le site evasoundstudio.com.